C'est Lagnac. Bienvenue sur Lagnac, le podcast qui vous donne envie de bouger. Lagnac, c'est quoi ? C'est une mère Et sa fille, Stéphanie et Charline, 2 générations. et un même objectif. Vous inspirer à passer à l'action grâce à des interviews de parcours inspirants, Le chemin sera long, mais avec de la motivation, de la persévérance du travail. et beaucoup de bonne volonté, vous verrez que... Tout est possible. Alors écoutez, Réécoutez. infusez, Et surtout, rejoignez le mouvement. C'est Lagnac. Maman, tu crois qu'on peut apprendre à être de bonne humeur ? Franchement, si c'était aussi simple, ça serait, non ? Pourquoi pas, imagine un peu, avoir les secrets de la bonne humeur, ça pourrait transformer tes journées. À qui le dis-tu ? C'est vrai que ça pourrait m'être utile pour tous ces matins où même pas encore sorti du lit, j'ai l'impression que je vais subir ma journée et résultat, à peine débuté, j'ai qu'une envie, retourner sous la couette direct. Eh bien, bonne nouvelle, peut-être qu'on a trouvé la solution. Aujourd'hui, on reçoit le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre et addictologue, et il a écrit plein de livres pour nous aider à booster notre morale et nous reconnecter avec nos émotions. Professeur Lejoyeux, en tout cas, une chose est sûre, avec un nom pareil, il était prédestiné à parler de bonne humeur. Exactement, et ce que j'adore, c'est qu'il ne fait pas que théoriser. Il nous donne des clés concrètes pour cultiver la bonne humeur au quotidien. Alors avec son livre L'aventure de la bonne humeur, publié aux éditions Robert Laffont, il nous embarque dans une vraie exploration entre science et conseils pratiques. Et aujourd'hui, on va plonger avec lui. Alors c'est parti ! Professeur Michel Lejoyeux, bonjour et bienvenue dans Lagnac. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à Lagnac. Alors professeur, première question un peu incontournable qu'on pose à tous nos invités, c'est quoi pour vous avoir Lagnac ? Le médecin que je suis est plus compétent sur les maladies que sur les états de santé. Moi, je dirais qu'avoir Lagnac, c'est ne pas être malade. Faisons attention à ce qui relève, quand on va bien, d'un encouragement, d'une stimulation. Faisons attention aussi au moment où la santé mentale est altérée et où il ne suffit pas de ces petits conseils qu'on va partager pour sortir d'une maladie. Vous voyez, on ne le ferait pas du cancer, on ne le ferait pas de l'hypertension artérielle, on ne le ferait pas du diabète. C'est tout le paradoxe de l'humeur. Alors justement, dans votre livre L'aventure de la bonne humeur, vous racontez l'histoire de Maria Gary, qui est une pianiste qui perd un peu du sens et vous allez lui faire rencontrer différents spécialistes. Alors j'ai adoré les mots, hématologue, bibliothérapeute, chef cuisinière, et elle va au fur et à mesure trouver quelques clés grâce également à son ami, pour déconstruire aussi ses croyances limitantes et retrouver l'énergie d'avancer. C'est qu'en fait, vous mélangez une histoire et vous le distillez de conseils qui sont conseils accessibles à tous. Et vous avez écrit un livre sur la bonne humeur et vous avez sans doute traversé des moments de doute dans votre vie. Comment vous les avez surmontés ? En les acceptant. Moi, je suis très inquiet des gens heureux tout le temps. Ceux-là, en général, on les hospitalise en psychiatrie, ça s'appelle un accès maniaque. Je suis très inquiet des gens qui ne doutent jamais. Vous voyez, c'est des espèces d'autoritaires, à moitié paranoïaques. Donc, on a des doutes. On va pas forcément les surmonter. La base de la thérapie aujourd'hui, c'est l'acceptation. J'espère que vous avez des doutes. Je suis très heureux que vous ayez des moments de mauvaise humeur. C'est pas une raison pour s'y complaire, s'y rouler dedans, et on va voir évidemment. Mais cette espèce de recherche, vous voyez, un peu zen, de l'épanouissement personnel, du bonheur complet, me paraît hors sol par rapport à ce que je ressens moi et ce que ressentent celles et ceux qui viennent me consulter. Mais alors, est-ce que la bonne humeur, ça se rapproche du bonheur ? Vous savez, c'est l'avantage d'être médecin, personne vient me voir pour le bonheur. Donc, pour moi, le bonheur, c'est déjà de ne pas être malade, vous voyez. Je pense que c'est le principal des bonheurs, vous voyez. Après, quand les gens ont une situation familiale, sociale, à peu près acceptable, qui ne sont pas malades, ils vont le trouver, le bonheur, vous voyez. Ils n'ont pas besoin de gourou en bonheur. Méfiez-vous de ceux qui vous proposent le bonheur, vous voyez. Suivez plus la santé. Moi, je pense qu'il y a des choses qui protègent la santé mentale, il y a des choses qui l'altèrent, vous voyez, mais sous couvert de bonheur, ce qu'on ne vous fait pas faire et ce qu'on ne vous demande pas de faire me paraît très, très inquiétant. Maria, en fait, elle essaye d'apprendre à gérer ses émotions grâce à cet hématologue. On ne va pas tout dévoiler, mais il a une jolie boutique. Parce qu'on dit souvent, il faut gérer ses émotions. On arrive à les gérer, ces émotions ? Avant de les gérer, les reconnaître. Il faut accepter qu'on a des émotions et que les émotions ne sont pas des symptômes. Vous savez, il y a plein de gens qui pensent que ce sont des durs.
des dames, elles sont des dures, elles sont des killeuses et elles ne peuvent pas être traversées par les émotions. Le premier temps, c'est la reconnaissance des émotions. Il y a une maladie qui est bien définie en médecine qui s'appelle l'alexithymie, incapacité à lire ses émotions. Soit on n'en produit pas, soit on les refuse. Mais plein de gens viennent me dire, est-ce que je ne serais pas hypersensible? Est-ce que je ne suis pas malade de l'hypersensibilité? Moi, je recherche plutôt l'alexithymie. Parce que quand on ne reconnaît pas ses émotions, quand on ne les lit pas, on peut avoir des tas de maladies, y compris des vraies dépressions, et y compris des maladies physiques. Le corps va s'exprimer. Il y a un livre qui est pour moi la référence, qui est Albert Camus. Et Albert Camus commence L'étranger par « Ce matin, ma mère est morte, je n'ai rien ressenti ». Donc l'étranger, il n'est pas malade de ses émotions, il est malade de son absence d'émotions. Donc aujourd'hui, ceux qui m'inquiètent ne sont pas celles et ceux qui ont des émotions, qui sont envahis par des émotions. Quand on est en deuil, celui qui est malade, c'est pas celui qui pleure, c'est celui qui pleure pas. Quand on voit les images du 7 octobre, celui qui est malade, c'est celui qui ne pleure pas. Donc l'absence d'émotion me paraît beaucoup plus pathologique. Et cette envie de gérer ses émotions quand on est dans une situation de deuil, et si on vous dit vous allez gérer votre deuil, est-ce que vous allez croire? Non, arrêtons de gérer les émotions, tolérons-les, acceptons-les, et c'est comme ça que finalement on va à un moment les laisser passer. Et puis j'aime pas non plus qu'on positive tout, vous voyez. Un deuil, c'est formidable. Vous avez perdu quelqu'un de proche, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez dans votre vie. Il vous est arrivé une catastrophe, faites-en quelque chose qui va vous aider à progresser. La réalité n'est pas celle-là. Acceptons les traumas tels qu'ils sont, dans une sorte de réalité, et on va plus facilement les dépasser. Donc en fait, il faut aussi accepter qu'il y a des jours sans et qu'on ne peut pas être de bonne humeur tous les jours. On ne peut pas. J'allais dire, on n'est pas de bonne humeur tous les jours. Vous savez, le mot émotion rappelle le terme anglais de motion. Donc l'émotion, ça bouge. Une émotion normale bouge. Dans cet entretien, on a des moments où on va être en phase, on va être complètement d'accord, et des moments où on va peut-être pas être d'accord, on va peut-être être traversé, de moments d'agacement, de moments d'ennui. Tout ça est sain. Si on n'est que dans une espèce d'hilarité permanente, moi je trouve ça inquiétant et agressif et hors réalité psychique. Il y a un vrai stress à rechercher le bonheur. Oui, c'est vrai. Il y a une vraie angoisse à rechercher en permanence des émotions positives. Donc l'acceptation, et aujourd'hui les thérapies qui fonctionnent sont plus des thérapies d'acceptation que des thérapies de gestion. Du coup, je reviens juste à votre livre, cette envie que vous avez eue d'écrire ce roman, c'est un roman, c'est que vous aviez une envie de faire passer des messages au travers de ces spécialistes que vous avez nommés avec des noms absolument incroyables. Il y a deux choses, et je suis content parce que les lecteurs ont partagé ça. D'abord, j'avais envie de m'amuser. Quand on a fait beaucoup de livres, il faut continuer à s'amuser. Vous voyez, j'avais pas envie du guide de plus. C'est comme une aventure dont vous êtes le héros, vous avez le droit de sauter des chapitres. Donc retrouver une sorte de sortie de sa zone de confiance et d'amusement. L'autre chose, c'est que je voulais que ce soit un personnage pour que ce ne soit pas un guide. Vous savez, la phrase que j'ai mise en exergue est une phrase de Gide. « N'enviez pas le bonheur des autres, vous n'en feriez rien ». Oui, je ne voulais pas que ce soit une espèce de guide, des accords, je ne sais quoi, trouvés, avec des espèces d'incantations de comment on va bien, mais que vraiment ce soit très personnalisé. Et que là-dedans, on choisisse quelque chose qui peut résonner et quelque chose dont on se dit non, moi ça ne me concerne pas du tout. Donc le fait qu'il y ait des personnages, et notamment ce personnage de Maria Gary, m'a poussé à décrire une bonne humeur très personnelle qui peut de temps en temps résonner avec la nôtre, puis de temps en temps pas. On a raison des fois de se révolter un peu. Vous voyez, sans faire de la politique, je trouve qu'il y a aujourd'hui une dictature du bonheur. Vous voyez. Il y a une espèce d'imposition à être heureux qui est très orwellienne, vous voyez. Et au fond, est-ce que les Français sont assez heureux? Qu'est-ce qu'on fait pour les rendre heureux, etc. Revenons à des choses très médicales, très simples.
On a une maladie de l'humeur, on la traite. On a des soucis quotidiens comme on a tous. On applique des principes validés pour en sortir. Parce que vous parlez dans le livre, il y a aussi des saboteurs de la bonne humeur. Comment, ou alors c'est des croyances limitantes. Comment on fait avec tout ça? Est-ce que... Alors, les saboteurs de la bonne humeur, Oui. déjà, il y a des produits saboteurs de la bonne humeur. L'alcool en est un, le tabac en est un autre. Hein, il y a des données objectives. Plus de 2 verres d'alcool par jour augmente le risque de dépression et augmente le risque de mauvaise humeur. Donc par rapport aux publicités que vous voyez partout, où vous voyez des gens dans un grand bonheur en train de s'échanger des bières, quand on boit, on construit sa mauvaise humeur. Quand on fume, on construit sa mauvaise humeur. Ça, ce sont des données inattaquables. Vous prenez sur des populations, il y a un lien, consommation d'alcool, dépression, consommation de tabac, dépression. Donc avant d'aller chercher des choses très compliquées, je ne voudrais pas que l'essentiel passe devant, soit oublié au profit de l'accessoire. Donc ça, il y a aussi des habitudes comportementales. C'est-à-dire que si vis-à-vis de vos proches, vous avez l'habitude de vous présenter comme quelqu'un de sinistre, vous êtes obligé de continuer. Et puis il y a par exemple les débats sans fin sur des choses tristes. Regardez les chaînes d'information continues. Ça joue sur l'humeur des gens. En tout cas, ça joue sur une espèce de fâcherie. Il faut être fâché contre la politique, fâché contre l'environnement, fâché. Au fond, cette posture fâchée, et puis derrière, ce sera entrecoupé d'un sage de bonne humeur qui, avec un sourire un peu évaporé, vient vous expliquer comment on va s'épanouir complètement. Vous voyez, la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'on a toujours des choses qui nous mettent de mauvaise humeur, mais on a des stratégies pour les dépasser. C'est cette phrase de Woody Allen, indépassable pour le coup. La seule manière d'être heureux, c'est d'accepter d'être malheureux de temps en temps. Oui. Alors Maria, elle découvre aussi la logothérapie. On lui parle de la logothérapie pour retrouver un sens à ce qu'elle traverse. Et du coup, je crois, Charline, que tu n'avais jamais entendu parler de... Pas du tout, c'est la première fois que j'entendais ce mot et je me posais une question, ça veut dire quoi logothérapie? Comment on peut le définir simplement? C'est là où il y a des libertés de la fiction et des réalités. Oui. L'hémonothéraie, ça n'existe pas dans la vraie vie. Vous êtes charitable avec moi, vous ne m'avez pas demandé d'où ça venait. C'est un peu une adaptation romanesque de la thérapie centrée sur les émotions. Par contre, la logothérapie existe. C'est un peu ce qu'on appellerait de la restructuration cognitive. Je veux bien qu'on parle de croyances limitantes, on va reprendre le sujet. C'est-à-dire, au fond, on va apprendre à réfléchir sur ce qui nous bride. Ça nous rappelle qu'il y a des grands philosophes, et que ces philosophes, question croyance, ils sont plutôt mieux que les psychologues, vous voyez. Moi, j'en cite 2 particulièrement dans le livre. Platon, oui. En fait, Socrate qui dialogue, et Platon reprend les dialogues et au fond, on est dans cette philosophie grecque qui nous rappelle que nous sommes moins atteints par les événements que par l'idée que nous nous faisons des événements. Et puis il suffit que vous ouvriez, c'est une merveille, un dialogue de Platon, pour voir les personnages changer d'avis 3-4 fois. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur la pensée en tout ou rien, au départ vous dites je le suis sur un sujet, et puis il vous retourne, je fais dans le livre, je m'amuse à le faire. Un autre philosophe, il y en a évidemment beaucoup d'autres, qui travaillent beaucoup, qui font de la logothérapie, c'est Spinoza. Baruch Spinoza avait écrit un livre qui s'appelle « Le traité de l'amendement de l'intellect ». Et dans son traité de l'amendement de l'intellect, il dit qu'on a 3 passions tristes. Alors ces passions tristes, la première, il dit la luxure. Pas pour prêcher l'ascétisme, pour dire que toute relation sexuelle est triste, c'est évidemment pas ça, mais l'obsession d'avoir des relations sexuelles avec tout le monde, de séduire tout le monde, d'être séduit par tout le monde, ça c'est une manière de s'isoler. La deuxième, c'est l'obsession de l'argent. Si on ne veut que des choses qui nous font gagner de l'argent, on vit en permanence avec un sentiment de pauvreté. Et la troisième, Spinoza dit que c'est la plus toxique, parce qu'on l'amène chez soi et elle est noble, c'est la recherche des pouvoirs et de l'honneur. On cherche les honneurs, et au nom de cette recherche des honneurs, on va passer à côté de son existence. Donc vous voyez, on peut, et c'est vraiment le sujet du livre, avec quelques penseurs aussi retrouver une relation au monde un petit peu différente.
Je trouve aussi aujourd'hui qu'il y a une recherche de sens. On a l'impression qu'il faut toujours trouver un sens à sa vie. Je me trompe pas, Charline, hein. C'est aussi ce que je peux m'apercevoir en écoutant la jeune génération. On a l'impression qu'il faut toujours trouver un sens à sa vie. Est-ce que ça peut pas mettre finalement de mauvaise humeur? Quand vous demandez à un médecin, on a nous l'impression, on a des conditions de travail assez difficiles, mais on a l'impression qu'on sert à quelque chose, on a l'illusion qu'on sert à quelque chose. Je pense que l'impression qu'on ait un travail inutile, ça reste quand même profondément déprimant. Je pense que c'est le métier, par exemple, d'un manager. Hein, vous me parlez de votre travail en entreprise, c'est quand même le métier d'un manager que de donner du sens au travail aussi. Hein, dire, écoutez, on va bosser beaucoup ce mois-ci, mais ce que nous allons faire n'a aucun sens, mais je vous demande de le faire avec beaucoup d'énergie. Je ne suis pas bien sûr que ça marche. Des fois, le sens, il est évident. Hein, quand vous êtes de garde d'urgence d'un hôpital, vous accueillez des gens en détresse. Des fois, le sens, il est un peu plus à travailler. Mais le sens, ça peut être aussi deux choses. Ça peut être l'accordage à nos valeurs, ce en quoi on croit vraiment, ceux qui nous mobilisent vraiment. Et puis ça peut être, j'en parle dans le livre, ce qu'on appelle le sentiment de cohérence. Est-ce que ce que je dis est à peu près cohérent avec ce que je suis, avec ce que je fais? Et quand on a ce sentiment de cohérence, on a un niveau de résilience qui augmente. Parce que Maria, elle le cherche, hein, donc elle est pianiste, elle ne retrouve pas de sens quand elle joue. Comment on fait pour retrouver du sens? Alors, on se rappelle déjà que la maladie dépressive, hein, on n'oublie pas, ça vous fait perdre le sens, et dans ce cas-là, on va voir son médecin généraliste. Donc, on n'oublie pas ça. L'autre chose, il y a un formidable penseur, psychiatre sur le sens, qui était Viktor Frankl. Oui. Frankl a inventé la logothérapie. Il proposait un exercice qui était l'exercice du blason, qui est maintenant très utilisé. Les chevaliers du Moyen-Âge partaient avec un blason sur lequel ils mettaient ce qui compte le plus pour eux. Vous mettriez votre fille, non, sur votre blason? Mes filles. Vos filles. Ça sont évidemment des valeurs. Et au fond, repérer. Mais comment on les repère, ces valeurs? Moi, j'accompagne Vous marchez là, votre fille, elle est à côté de vous, là. Oui. On voit bien qu'il y a des gens qui n'osent pas. Alors nous, c'est notre truc. Hein. Comment on fait en sorte que les gens osent ou trouvent leurs valeurs, leur sens? Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, Charline. Charline, arrêtez votre mère. On va faire de la thérapie familiale, là, tout d'un coup. Ce podcast va se transformer en un happening de thérapie familiale. Opposez-vous à votre mère, Charline. Et c'est vrai qu'en tant que jeune adulte, moi je ressens souvent cette pression de me dire il faut que je trouve un sens à ma vie maintenant, sinon c'est maintenant ou jamais. Donc je me monte la tête un peu toute seule, mais comment on choisit, comment on trouve du sens dans ce qu'on entreprend quand on est jeune et qu'on ne travaille pas forcément Ouais, moi, vous savez, j'ai l'impression que les personnes importantes de notre vie, c'est pas très compliqué. C'est quand même ceux avec qui on partage notre vie. Et qu'à force d'aller chercher du sens dans je ne sais quelle hauteur très lointain, dont il faut décrypter la signification, etc. Moi je propose un petit exercice simple. Est-ce que les personnes qui comptent le plus dans votre vie, vous les avez appelées aujourd'hui? Au fond, est-ce qu'on a passé assez de temps avec ceux qui sont essentiels dans notre vie? Et déjà ça, vous voyez, c'est... Donc, il ne faut pas aller chercher très loin le sens. Nos valeurs, j'allais dire les valeurs, on ne va pas les chercher. Les valeurs, on les connaît. Hein, c'est comme les gens qui me disent, je cherche des nouvelles relations. Elles sont toutes sur notre carnet d'adresses, nos nouvelles relations. Ah, intéressant. Et donc nos valeurs, on les a en nous. Il suffit de Évidemment. se poser la question, c'est ça? Évidemment, vous avez votre fille, votre autre fille, et vous voyez, on va pas aller chercher des... Je pense que sinon, ça va être des démarches un peu artificielles. Qu'est-ce qui vraiment vous mobilise dans la vie? Soyons un peu authentiques là-dessus. En fait, ça a l'air simple. Il faut peut-être simplifier un petit peu tout ce qu'on entend. Peut-être. Et du coup, dans votre livre, alors ce qui est chouette aussi, c'est qu'on va vers les clés de la bonne humeur. Alors, vous parlez de la musique. Mais ça fait quoi, la musique? Ça joue sur quoi? La musique, déjà, il faut qu'elle vous plaise. D'accord. Hein, je veux dire, à une époque où on respecte un peu le désir, le plaisir, l'inclinaison, n'ayons pas une sorte de normativation d'une ordonnance musicale où il faudrait... Donc la musique, si elle vous plaît, ça vous fait plaisir, mais il faut aussi lui donner ses chances à la musique. Ses chances, ça veut dire qu'on prend un petit quart d'heure où on reste concentré sur la musique, on reste sur l'instant présent. On est installé confortablement, on a droit à un petit thé ou une petite boisson qui vous plaise avec, et on l'écoute. Aucune musique d'ascenseur en fond sonore ne va vous faire du bien. Vous
voyez, quelques spécialistes de je ne sais quelle qualité au travail qui diffusent de la musique comme de l'air conditionné, il faut les étrangler, ceux-là, vous voyez. Donc, la musique, c'est un temps qu'on sanctuarise. Pendant ce temps-là, on ne répond pas à son portable, on ne regarde pas son ordinateur, on choisit sa musique, on l'écoute pendant un quart d'heure, et puis on va peut-être essayer de laisser se développer une capacité qui nous fait étonnamment bien, qui est la capacité à imaginer, à imager. Donc là aussi, ça va être très personnel. Moi, il y a des musiques qui me font imager, Mozart évidemment, mais là encore, ce n'est pas transposable. J'ai des jeunes qui n'écoutent pas volontiers ça et qui écouteraient d'autres choses. Méfions-nous du psychologiquement correct, vous voyez. Méfions-nous du si t'as pas écouté ton quart d'heure de Mozart, t'as pas fait tes devoirs, quoi. Au nom, et puis moi étant professeur de médecine, je ne peux pas vous dire qu'il y ait objectivement des musiques qui aient plus d'effet que d'autres. Alors, on a testé Corelli, en antalgique, ça marche bien, enfin, toutes ces musiques un peu apaisantes, mais quand on va à peu près bien, ne respectez pas les consignes, prenez votre musique. Si vous aimez le hard rock, écoutez du hard rock, et si vous aimez le clavecin, écoutez le clavecin, mais concentrez sur l'instant présent, un peu dans votre bulle. Finalement, ce qui va faire le plus de bien, c'est la capacité à imager et la capacité à se fixer. Alors, un autre personnage clé de votre livre, c'est le bibliothérapeute qui est dans un camion jaune, qui utilise la lecture pour aider Maria à retrouver son sens et à aller mieux. Pourquoi la lecture peut-elle nous aider à guider et mieux gérer nos émotions? Et est-ce qu'il y a des livres que vous recommandez pour cultiver sa bonne humeur? La lecture est vraiment une démarche indispensable par plein de mécanismes. D'abord par une identification au personnage. Donc on va voir des personnages qui vont traverser des émotions qui peuvent être proches des nôtres. Je suis en train de lire, en arrivant, je suis en train de lire Herzog de Saul Bellow. Le personnage d'Herzog est un professeur d'université traversé de plein de sujets. Je me disais, mais pour vous dire, je vous raconte ma vie, et je me disais en lisant Herzog, je vais quand même un peu mieux que lui, quoi. Et donc au fond, on se compare, on va être dans des processus d'identification et de contre-identification. Ça, c'est dans la fiction. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a des théories, ces sagesses qui nous précèdent, ces philosophes. Je vous ai parlé de Platon, je vous ai parlé de Spinoza. Il y en a un autre, moi, qui me fait un bien fou. Quasiment, j'en ferai des ordonnances, c'est Alain. Le pessimisme est de nature, l'optimisme est de combat. Donc, tout nous conduit à être pessimistes. Mais ce n'est pas une raison pour pas mener des petites bagarres d'optimisme. D'ailleurs, dans votre livre, je ne vais pas tout résumer, mais Maria, en fait, comme elle est de vraiment mauvaise humeur au début, elle se fait aider par une amie qui va la sortir de sa mauvaise humeur. Et c'est une super méthode. J'en dis pas plus, mais moi, ça m'a beaucoup éclairé sur comment aider quelqu'un de mauvaise humeur. Absolument. Et alors, ce super ami lui fait lire un autre bouquin formidable d'Albert Camus, qui est le mythe de Sisyphe. Plus au fond, parce que notre vie est une espèce de, pardon de ce barbarisme, mais de sisyphisme. On soulève des rochers. Vous savez que Sisyphe a été condamné par la divinité grecque à soulever un rocher et à le reprendre sur la tête régulièrement. Et cette phrase extraordinaire d'Albert Camus, mais comment est-ce qu'on peut supporter ça? Et Camus nous dit, au moment où Sisyphe soulève son rocher, comme nous, quand on affronte nos épreuves, il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc on doit investir, là encore, cet instant présent. Donc, si on revient à Alain, d'autres phrases formidables d'Alain, qui dit « Je plaindrais quelqu'un qui n'aurait pas de désir inassouvi ». Vous imaginez quelqu'un qui aurait réussi tout dans sa vie, qui n'aurait plus rien à assouvir comme désir. Il faut garder quelques envies pour avoir quelques dettes ou en fait... En tout cas, vous inquiétez pas, on en a plein, mais en tout cas, il ne faut pas essayer. Vous voyez, là encore... Vous voyez bien ce contre quoi je suis, ce mythe de la réalisation complète. Je veux réaliser toutes mes possibilités, mais évidemment jamais. Vous voyez, donc gardons ces possibilités. Alors, il y a un troisième point, vas-y. Vous insistez dans votre livre sur le lien entre le corps et l'esprit. Alors pourquoi bouger, respirer ou même changer de posture, ça peut avoir un tel impact sur notre humeur, par exemple? Parce que là, aujourd'hui, c'est objectif, ça. Là, ce sont vraiment des données médicales dures.
Il y a pas, c'est pas une théorie, c'est comme dirait Karl Popper dans la logique de la découverte scientifique, on a des découvertes. Je vous en donne une toute petite, une étude qui vient de sortir, où on fait courir des volontaires. Avant leur course, on leur fait mettre les mains dans l'eau glacée. Au bout de quelques secondes, ils les ressortent parce que c'est un stimulus désagréable. Après avoir couru, ils peuvent rester 2 fois plus longtemps dans l'eau glacée. Donc la sensibilité à la douleur a diminué. On leur donne des bloqueurs des endorphines, l'effet disparaît. Donc on a vraiment des données qui nous montrent que quand on a mal partout, quand on bouge, on stimule ces endorphines, on diminue ses douleurs. D'autres données, on voit quelqu'un, on lui fait une échelle de bonne humeur entre 0 et 10, on le fait marcher 10 minutes, marche rapide, au bout de 10 minutes, 30% de sa bonne humeur a augmenté. Et une dernière étude, parce que là vraiment les études sont indiscutables, où on donne à des déprimés caractérisés, des déprimés malades, dans un bras des antidépresseurs, dans l'autre 3 séances d'activité physique par semaine. À la fin, les résultats sont comparables. Surtout si certains nous écoutent et sont aux antidépresseurs qui ne les arrêtent pas. Mais rappelons-nous qu'à chaque fois qu'on bouge, on a objectivement un effet antidépresseur. Ça, c'est vraiment aujourd'hui indiscutable. Alors j'adore, parce que je fais beaucoup de sport et je trouve, enfin moi ça m'a apporté ça, c'est qu'effectivement c'est un défouloir, on se sent positif, enfin il y a quelque chose qui se passe sans que je puisse l'exprimer. Et même mes coachings, de temps en temps, j'accompagne les gens avec qui je coach en marchant. Est-ce que vous recommandez de faire... Bien sûr. Vous savez, le paradigme de la psy moderne, c'est plus je me tiens la tête et j'essaie de réfléchir à ce qui m'arrive, mais vraiment je bouge. Aujourd'hui, on a des données chez les personnes âgées où ça va augmenter les effets cognitifs. Donc si on a bien un médicament, aujourd'hui, mais j'insiste sur le mot médicament, dont les effets sont validés, y compris au niveau biologique, c'est l'activité physique. Donc là, on n'est pas, vous voyez, dans manger tel aliment qui va vous faire sauter de joie, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Là, on a un paramètre indiscutable et un autre paramètre toxique qui est la sédentarité. Mais donc si on n'est pas sportif du tout ou qu'on n'a pas le temps de faire, est-ce qu'il y a une alternative à proposer ou... Non. Il y a des moments où j'essaie de ne pas être péremptoire et il y a des moments où vraiment toutes les données médicales vont dans ce sens-là. Il n'y a pas d'alternative à une activité physique régulière. Si on n'est pas sportif, on va pas courir, on ne va pas faire des choses, mais il faut bouger. Et combien de fois par semaine ? Alors là, il y a très peu de données objectives quand on regarde de près. C'est pour ça que là encore, je vais pas être trop péremptoire sur la dose de sport, sur l'activité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'activité physique va faire qu'on va aller mieux dans sa tête et dans son corps. Alors du coup, Maria, dans votre livre, elle va essayer tous ces conseils. Et à la fin, vous avez même, on ne va pas le dévoiler, mais vous avez proposé même dans votre livre des petits tests pour qu'on puisse un peu mesurer sa bonne humeur, c'est ça ? Absolument. Et du coup, parce qu'on va arriver à la fin de cette interview, si on devait résumer les 3 clés essentielles pour essayer d'être bonne humeur tous les jours ou pour repérer sa bonne humeur, qu'est-ce que vous... Cultiver, par exemple. Cultiver sa bonne humeur. La première, pardon, mais j'y tiens, je suis médecin, repérer les états maladifs de mauvaise humeur. Parce que vous pouvez faire tout ça. Si quelqu'un a une hypothyroïdie, un diabète, quelque chose qui le bride au plan physique, il faut qu'il soit traité. Vous savez, en France, on a un double record du monde. Le record du monde d'antidépresseurs consommés par individus qui pensent que ça va les rendre heureux alors que jamais un médicament n'a rendu heureux. Et deuxièmement, le record du monde du plus grand nombre de dépressions non traitées. Les Français ont une passion pour la dépression collective et négligent les maladies dépressives. On peut aujourd'hui en France dire « je suis fatigué, j'ai plus envie de rien, j'ai des idées de suicide » et recevoir des tapes sur l'épaule, des encouragements, mais jamais une incitation à être aidé. Donc on a je ne voudrais pas que notre passion pour la psychologie collective nous fasse passer à côté d'une maladie. Ce n'est pas une lubie. Cette maladie, c'est une personne sur 10 à un moment de sa vie qui va traverser une dépression. Dans les impacts en termes d'années de vie en bonne santé perdue, c'est la plus lourde, plus que toutes les autres maladies. En activité professionnelle, vous voyez, moi, quand des entreprises me demandent quoi faire, je leur dis
repérez vos déprimés et à eux, ne leur faites pas autre chose qu'une orientation médicale. Ça, c'est la première, clé, en tout cas, oui, pour vous, c'est la première clé. Oui, pour moi, c'est la première clé. Et les deux autres, peut-être routines ou clés pour Oui. cultiver, je vais faire attention à mon terme, cultiver la bonne humeur. Oui. Bon, on a dit l'activité physique. Moi, je crois que c'est vraiment se prendre une routine physique me paraît bien. Et puis, on va terminer sur l'alimentation quand même, parce que c'est un sujet rigolo. Il n'y a pas grand-chose d'objectif. Moi, j'ai regardé ce que je pouvais donner comme conseil qui soit fondé sur des études. Ce qui est fondé sur des études, ce sont des études sur des grandes populations nord-américaines. 500 000, 1 million de personnes, où on mesure les habitudes alimentaires d'un côté et la prévalence des états anxieux et dépressifs de l'autre. La fréquence des états anxieux et dépressifs de l'autre. Et on voit, alors déjà, il y a une chose amusante, je livre ça si vous aimez le chocolat. Ah, j'adore. Il y a une corrélation par pays, elle est pas terrible au plan de la méthode, mais elle est tellement drôle cette étude. Il y a une corrélation par pays entre la consommation de chocolat dans le pays, rapporté au nombre d'habitants, et le nombre de prix Nobel. Donc à chaque fois que vous mangez un carré de chocolat, vous vous rapprochez du prix Nobel. Mais c'est génial. Ouais, c'est génial. Aucune causalité, évidemment. On est simplement dans des corrélations, soyons extrêmement prudents. D'autres choses qui ont été montrées, c'est que on corrèle le fait que les gens aillent mieux avec le fait de se faire un repas tous les jours. Un repas frais, investir le repas. Et là encore, j'allais dire, n'allez pas manger un régime qui est complètement en dehors de vos habitudes alimentaires, de vos goûts, sous prétexte que c'est bon pour le moral. Moi, je vois toute la journée des gens qui se maltraitent en mangeant je ne sais quel aliment bio. Si vous aimez ça, évidemment, faites-le. Mais entendez vos goûts, entendez vos dégoûts et suivez-les. Donc en fait, c'est apprendre à se connaître quelque part. Il faut se suivre, apprendre à se faire confiance. Se faire confiance. Mais apprendre à ne pas trop faire confiance aux avis extérieurs un peu péremptoires. Bon, l'activité physique, se faire un repas par jour, l'instant présent, évidemment, il y a des choses qui sont corrélées, mais vous avez en vous une machine à faire de la bonne humeur, à la condition que vous ne la laissiez pas trop être maltraitée par tous ceux qui prétendent vous soigner. Une des citations qui m'a le plus marquée dans votre livre, c'est celle-ci. Tant qu'à être triste, et nous le sommes tous de temps à autre, mieux vaut s'en rendre compte et savoir l'exprimer. C'est là une forme de sagesse. C'est quoi la vôtre de citation qui vous touche le plus et qui résume un peu votre vision de la bonne humeur C'est une citation de Montaigne. Montaigne dit « On a le droit d'être triste, mais il ne faut pas aimer sa tristesse. » Il y a une différence entre avoir un coup de mou, puis vous voyez bien des gens qui s'installent dans la tristesse, qui deviennent des professionnels de la tristesse. T'as vu la politique, là, ce qui s'est passé? C'est vraiment attristant. T'as vu? Et au fond, on peut érotiser sa tristesse, l'esthétiser, en faire un musée de tristesse, vous voyez, avec tous ces échecs qu'on va raconter. Finalement, ce sont quand même très ennuyeux, vous voyez. Et au fond, on est triste, c'est normal. Et Montaigne disait que le mot tristezza en italien a une connotation négative. Et c'est probablement quelque chose qu'il faut essayer d'extirper de l'esprit français, cette fascination pour l'amorosité. Regardez dans un débat, celui qui annonce la fin du système, de quelque nature qu'il soit, est quand même plus intelligent que celui qui dit finalement on n'est peut-être pas si mal gouverné, on a une démocratie où les gens sont assez heureux. Vous imaginez dire quelque chose comme ça? Essayez à un moment de dire ça, vous êtes totalement irresponsable. Donc assumez quelque chose d'une non-tristesse et puis repérez ceux qui n'ont pas les moyens, pour des raisons médicales, de sortir de la tristesse. Et du coup, professeur, donc moi j'encourage tout le monde à lire votre livre « L'aventure de la bonne humeur » parce que franchement, j'ai passé un excellent moment. Qu'est-ce qu'on peut, pour terminer cette interview, vous souhaiter pour la suite? D'abord de continuer à être entouré de ce qui continue à nourrir, c'est gentil, ma bonne humeur, les personnes, les choses comme ça. Et puis peut-être de retrouver, moi j'ai toujours du mal, vous savez, quand je fais un livre, après je me dis c'est le dernier. Aujourd'hui, je ne vois vraiment pas sur quoi écrire, peut-être retrouver une idée qui, comme celle-là, puisse m'amuser, puis j'espère, et j'en suis heureux, vous amuser aussi. Eh bien, professeur, je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Chez l'agnac. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'agnac. Si ça vous a plu, pensez à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute, à partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux @l'agnac le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode rempli d'énergie. À bientôt!